Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la chaîne Un brin d'ADN. Et pour cette vidéo-ci, j'aimerais faire un retour sur une vidéo précédente qui est la vidéo sur la consanguinité, donc la formule pour calculer la consanguinité. Je remarque que la vidéo est quand même assez populaire et je me disais peut-être faire un retour là-dessus, expliquer certaines choses pourrait aider à la remettre en contexte là, quelques mois plus tard. Évidemment, ça serait très utile dans un premier temps d'aller voir cette première vidéo-là avant de regarder celle-ci. Mais pour commencer, je vais de toute façon faire un petit rappel de la formule en tant que telle. Donc, la formule, c'est celle-ci. Donc, F, c'est pour calculer le coefficient de consanguinité. La formule vient de Jonathan Ballou, qui l'a fait en 97, mais comme j'expliquais dans l'autre vidéo, cette formule-là surestime la réelle consanguinité. Depuis, il y a eu d'autres formules qui estiment de meilleure façon la consanguinité, mais étant donné que celle-là est assez simple, je vais quand même la mentionner de nouveau. Donc, la formule pour le coefficient, en fait, c'est de faire une demi exposant I étant le nombre d'individus de la boucle. Je vais expliquer un peu plus tard c'est quoi la boucle. On l'a vu dans la première vidéo aussi. Multiplié par 1 plus le coefficient contribué de l'ancêtre commun. Donc, s'il y a d'autres personnes qui ont de la consanguinité et qui redescendent par les deux parents, eh bien, il faut aussi calculer ceux-là. Mais la formule n'est pas plus compliquée que ça. Et pour les règles, quand je parlais de boucle et tout ça, un petit rappel des trois règles de base là, de cette formule-là. En fait, pour la calculer, la notion d'ancêtre commun, c'est que l'ancêtre commun doit pouvoir être remonté via les deux parents. Et c'est très important que ça soit via les deux parents différents, évidemment. Donc, si, par exemple, ici, on voit que D a de la consanguinité lui aussi, parce que il y a l'ancêtre E qui descend à la fois d'un côté et de l'autre côté via C. Même si cet individu-là, D, a de la consanguinité, il va être exclu de la formule parce que lorsqu'il descend vers X, quand va être le moment de calculer le coefficient de consanguinité de X, eh bien, la consanguinité ne se transmet pas via les deux parents concernant D, parce qu'évidemment, D ici semble être le père de X. Donc, évidemment, D ne contribue pas par le chemin de la mère, donc de l'autre parent, vers X. Donc, à ce moment-là, bien, on peut exclure la consanguinité de D, étant donné que pour X, étant donné que D descend seulement via un seul parent vers X, car il est justement un parent direct. Ensuite, c'est seulement les trois règles ici là, qui servent à établir les boucles. Donc, l'ancêtre commun doit être illustré une seule fois. Donc, c'est très important que si jamais vous essayez de faire votre diagramme et que le même ancêtre revient à plus d'une reprise, eh bien, c'est pas bon. Il faut vraiment qu'il soit illustré une seule fois. La consanguinité précédente des ancêtres communs via les deux parents doit être calculée au préalable. Donc, dans ce cas-là, j'expliquais que celle de D ne suit pas pour calculer celle de X. Par contre, la consanguinité de C, elle, va être importante parce que elle descend via les deux parents vers X. Donc, autant du côté D que du côté B, C descend et C est également consanguin de A. Donc, dans ce cas-ci, oui, ça va être important de tenir compte de la consanguinité précédente. Et ensuite, ben, ce qu'il s'agissait de faire, c'est de chercher les boucles là, qui sont illustrées en couleur. Et pour une autre fois, je vais vous inviter à regarder l'autre vidéo là-dessus. Donc, ça explique aussi le paragraphe suivant. Donc, ce petit rappel étant fait, je voulais justement revenir là, pourquoi la boucle DFECD, donc DFECD, pourquoi celle-là n'a pas sa propre couleur comme les autres. Bien, je viens de l'expliquer dans l'image précédente. C'est en fait que ça respecte pas la première règle. Il faut que ça descende via les deux parents. Donc, pourquoi DFECD? Ça ici, ça n'a pas sa propre couleur, mais c'est pour toujours dans l'optique où on calcule la consanguinité de X. Eh bien, même si D est consanguin, ça ne descend pas via les deux parents vers X. Donc, c'est pour ça que cette boucle-là n'a pas de couleur. C'est parce qu'on se concentre sur la consanguinité de X. Ensuite, petite question quiz si on veut. Si on retire le lien parental EC, donc si on enlevait
ce lien parental-là, quelle boucle resterait dans le diagramme? Eh bien, c'est assez simple. Les couleurs sont déjà dessus. Donc, si on retire le fait que E est le parent de C, un parent direct de C, dans ce cas-ci, ça a l'air d'être le père, ben, si on enlève ce lien-là, ben, à ce moment-là, les deux couleurs étant le fuchsia et le bleu, désolé pour ceux là, qui perçoivent pas les couleurs de la bonne façon, là, mais c'était la façon la plus simple que j'avais trouvée. Donc, la boucle fuchsia disparaîtrait parce que ce lien-là n'existe pas, donc la boucle n'existe plus. À ce moment-là, on verrait que C ne serait plus consanguin de A via E, puisque ce lien-là n'existerait pas, donc plus de boucle rose, et plus de boucle bleue non plus, parce qu'automatiquement, si ce lien-là n'est plus là, eh bien, E ne redescend plus vers C en passant par B, donc ce lien-là n'existe plus. E descendrait juste via D pour atteindre X, et ne passerait plus par B. Donc, il y aurait la boucle fuchsia et la boucle bleue qui disparaîtraient si on enlevait, par exemple, la boucle EC. Donc, j'espère que ça précise peut-être un peu que ça précise des détails là, pour vous aider dans les calculs. Et sinon, ce que je pense à faire, c'est d'illustrer ce schéma-là, là, qui est un petit schéma très, très simplifié d'une relation de consanguinité, parce qu'on veut justement calculer les boucles et tout ça. Mais si pour vous, c'est plus facile d'avoir un pedigree en bonne et due forme, donc avec tous les ancêtres de listés de la personne, ben je vais vous montrer à quoi ressemble ce schéma-là une fois transposé sur le pedigree, et peut-être que de faire l'opération inverse sera peut-être plus facile pour vous aussi, donc de partir éventuellement de votre pedigree et de retomber dans un schéma simplifié. Donc si on remet les lettres, évidemment, on tourne le diagramme un peu vers d'un quart de tour vers la droite. Et dans un pedigree, ben, on se rappelle que la lignée purement patrilinéaire est celle complètement en haut. Donc ça, c'est le père du père du père. Et complètement en bas, c'est la mère de la mère de la mère. Et entre les deux, ben, ça alterne. Donc un homme, une femme, un homme, une femme. Et les lettres sont donc disposées ainsi. Donc X devient là. D et B sont là. Donc D est le père, B est la mère. Et ça continue comme ça. La première boucle que j'ai placée, le premier ancêtre commun, ça serait C. Donc, on voit que C est à la fois la mère de B, mais aussi la mère de D. Donc, c'est ce que j'ai reproduit ici. Donc, la mère de B et la mère de D. Donc, ce que ça fait dans le pedigree, étant donné que c'est exactement la même personne, ben, automatiquement, tout ce qu'il y a en haut de ce sous-pedigree-là, donc les ancêtres directs de C, vont être exactement les mêmes ici. Donc, c'est juste se rappeler de ça pour le reste de la présentation. Automatiquement, si c'est la même personne, ben, son pedigree à cette personne-là va être aussi exactement les mêmes en montant plus haut. Ensuite, si on place E, donc E qui est le père de C, et qui a l'air aussi d'être le grand-père de D. Donc E ici est le père de C. Et comme j'expliquais dans la planche précédente, ben, étant donné que c'est le même pedigree ici, ben, il est exactement au même endroit. Donc ce pedigree-là va être le même que celui d'en bas. Donc, E est le père de C, ce qui est illustré ici. Et il est également le grand-père de D via F. Donc, grand-père de D via son père qui est F. Et encore une fois, étant donné que E est la même personne, ben, obligatoirement, les parents de E vont être exactement les mêmes à ces endroits-là aussi. Et si on monte ici à l'individu A, là c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a deux couleurs, étant donné qu'il y a deux boucles qui touchent A, parce que A peut descendre vers X, mais A descend aussi vers C. Donc ce qu'on voit ici, j'ai illustré avec du fuchsia au centre quand c'est la boucle qui concerne C. Donc encore une fois, c'est pour ça que ça se duplique ici. C'est le même individu C, donc c'est exactement une copie parfaite du même sous-pedigree si on veut de ce côté-là. Et bien évidemment, A semble être directement la mère de C, mais aussi la grand-mère de C à travers E. Donc la mère de C et la grand-mère aussi à travers l'individu E, donc ce qui est représenté. Et ici, c'est le même individu A, mais seulement en vert, parce que lorsqu'il descend vers la boucle verte, il descend vers X. Et à ce moment-là, il descend vers X en passant par E, F, D. Donc en passant par E, F et D, on rejoint X. Et de l'autre côté, en fait, ben, il remonte par l'individu C. Et ensuite, c'est le même pedigree, peu importe où est-ce qu'il est placé.
et on retrouve que c'est la mère de l'individu C. Donc, c'est exactement le même schéma, donc le schéma de consanguinité ici, où est-ce que les ancêtres sont indiqués une seule fois. Eh bien, dans un pedigree standard, où est-ce qu'on voit les ancêtres dupliqués, ben, ils seraient dupliqués à ces endroits-là. Et lorsqu'on retourne à l'autre vidéo que j'avais fait, là, il y avait des cas de figure que j'expliquais. Et on voit vraiment mieux de cette façon-là que D et B seraient demi-frères et sœurs par C. Donc, effectivement, D et B sont demi-frères et sœurs parce qu'ils ont la même mère ici. Donc, par C. D et B seraient aussi cousins par E. Donc, nécessairement, là, quand il y a des demi-frères et sœurs, ils partagent un couple de grands-parents. Donc, ils seraient aussi cousins via le grand-parent E à la fois de D et de B. Et A et E sont père-fille ou mère-fils, en fait, qui engendrent C. En fait, on voit que A et E sont en fait filles, dans ce pedigree-là, seraient en fait mère-fils, dans ce cas-là. Donc, c'était la deuxième cas. À remarquer, par contre, que dans l'image précédente, on n'a aucune notion de qui est féminin, masculin, là, ou peu importe. Mais je l'ai déduit selon la convention que si on associe ça à un pedigree, justement, ou à un arbre généalogique en éventail, ou peu importe, ben souvent, les hommes, la lignée patrilinéaire est à gauche et la lignée matrilinéaire est à droite. Donc, j'ai suivi cette convention-là, mais c'est pas indiqué ici, là, si c'est nécessairement le cas. Donc, ça fait un retour sur les cas de figure que j'illustrais dans l'autre vidéo et on voit peut-être un peu mieux ici ces explications-là. Ensuite, on retrouve donc les formules que j'avais mis dans l'autre vidéo. Donc, c'est pour ça qu'on compte C dans la consanguinité de C va jouer sur celle de X qu'on veut trouver tout en bas. Mais la seule raison, c'est parce que ça redescend vers les deux parents. Et comme je disais en début de vidéo, même si D est consanguin aussi, sa consanguinité s'arrête là. Il ne risque pas de la transmettre à son fils, étant donné que c'est vers un seul lien parental et non pas des deux côtés des parents. Donc, petite question en bas ici. Si on enlève EC, donc comme je disais ici, si on enlevait cette relation-là, qu'est-ce que ça changerait dans la formule? Bien, on enlèverait évidemment la boucle fuchsia et la boucle bleue. Donc, on n'aurait plus besoin de calculer la consanguinité de C car il ne serait plus illustré dans le schéma. Donc, on enlèverait ça ici, on n'aurait plus besoin de le calculer. Et la boucle bleue disparaîtrait, donc on n'aurait plus besoin non plus de calculer cette boucle-là. Donc, je n'ai pas écrit le total de consanguinité, mais ce qui resterait à ce moment-là, c'est simplement la boucle verte et la boucle cyan. Donc, c'est ce qui se passerait si on enlevait ne serait-ce que le lien EC à cet endroit-là. Ensuite, pour ceux qui sont curieux de calculer leur réelle consanguinité, si vous savez dans votre arbre que relativement proche de vous, il y a des ancêtres communs qui reviennent plus d'une fois et qu'ils sont situés relativement près de vous dans votre pedigree, eh bien, si vous faites un test ADN, et ça peut être fait soit sur MyHeritage ou Ancestry DNA, lorsque vous téléchargez votre test, ça va vous donner un fichier texte et vous pouvez le uploader, donc le téléverser sur un autre site qui s'appelle GEDmatch. Et sur GEDmatch, il y a une fonction qui s'appelle Are Your Parents Related? Et même si ça parle de parents là, dans la question, dans le petit outil, vos parents n'ont pas besoin d'avoir testé. En fait, c'est que l'outil peut savoir, avec votre seul test à vous, quelle est la consanguinité réelle, si on veut. En fait, elle n'est pas nécessairement 100% réelle parce qu'on se rappelle dans d'autres vidéos que je parlais de SNP. Donc, un test ADN grand public ne teste qu'environ 1% de votre ADN. Donc, ce serait un peu faux de prétendre que ça teste exactement votre consanguinité totale et parfaite, étant donné que les résultats d'un test ADN comme chez Ancestry, c'est seulement 1% de votre ADN qui est testé. Mais quand même, étant donné qu'ils réussissent à tester des SNP ou des positions, en fait, un peu partout sur vos chromosomes. Mais ça, c'est le résultat pour moi, en fait. Donc, mes 3 derniers chromosomes, si on enlève la 23e paire de chromosomes, donc les autosomes, les dernières paires d'autosomes. Il y a la section la plus longue qu'ils ont trouvée où est-ce qu'il y a un full match. Donc ça veut dire que sur ma 22e paire de chromosomes, il y a évidemment 2 chromosomes parce que c'est une paire de chromosomes. Donc, un qui vient de mon père, un qui vient de ma mère. Et il y a une portion ici où est-ce que c'est pleinement identique.
Par contre, c'est en bas de 7 centimorganes, donc il y a une espèce de mesure de distance génétique. Et il considère qu'en bas de 7 centimorganes, ben le segment n'est pas nécessairement pertinent. Donc, dans mon cas à moi, mes parents ne sont pas... en fait, l'outil a déduit qu'avec l'ADN que j'ai, donc l'ADN aléatoire qui m'a été donné, donc 50% de mon père et 50% de ma mère, sur cet ADN aléatoire-là qui s'est combiné pour faire mon ADN à 100% à moi. Il y a seulement une petite portion ici qui est pareille, mais qui est inférieure à la limite qu'il juge pertinente pour dire que effectivement, il y a eu de la consanguinité là, relativement proche de moi. Donc, moi, j'en ai pas. Mais si vous aviez l'outil, si vous savez que vous avez de la consanguinité de votre côté et que vous allez rouler Are Your Parents Related depuis GenMatch, vous risquez d'avoir des ondes plus grandes vertes ici. Et si c'est plus grand que 7 centimorganes, ça va être illustré en bleu en bas au lieu d'en gris. Donc ça, c'est aussi le genre de truc qui peut vous arriver si votre frère et sœur direct testent ou des proches parents en fait. Là. Ils risquent d'avoir des segments comme ça qui sont parfaitement identiques. Par exemple, frères et sœurs d'un même parent, là, sans que ça soit des jumeaux. Juste le fait d'être frères et sœurs d'un même parent. Vous allez avoir aléatoirement des endroits où est-ce que à la fois votre père et votre mère, à certains endroits, vous ont donné exactement les mêmes segments d'ADN, mais ça ne devrait pas être partout. Par contre, la différence avec ce que je viens d'expliquer, c'est que ça prendrait une comparaison sur 2 tests ADN. Donc, si vous testez le résultat de votre test avec celui de votre frère ou de votre sœur, ben, vous prenez 2 tests pour voir quels sont les chevauchements possibles. Mais dans le cas de cet outil-là, c'est votre seul test à vous. Donc, vos paires de chromosomes seulement à vous. Et en analysant vos paires de chromosomes, c'est avec ça qu'il va déterminer si, au même endroit, étant donné qu'il y avait des ancêtres communs, eh bien, les mêmes segments d'ADN sont passés à la fois via votre père et via votre mère pour être au même endroit sur les positions de chacun de vos chromosomes. Ça serait de cette façon-là que vous pourriez voir, là, sans la formule que je viens d'expliquer, qui surestime de toute façon la consanguinité. Ben, avec ce genre de petit outil-là, ça permet d'avoir une réelle estimation en fait plus près de la réalité. Dans votre cas à vous, si vous avez eu de la consanguinité, vous le sauriez avec cet outil-là. Donc voilà, j'espère que ça a fait un petit retour intéressant sur une vidéo qui était quand même relativement visionnée. Et j'espère que le fait de comparer ça avec un pedigree plus standard vous a aidé à comprendre un peu le schéma là, qui était illustré dans la première vidéo. Donc merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine!